Alors je me présente, je suis Mathieu Gerbrand, ça fait 14 ans maintenant que je fais du référencement naturel, avec toujours autant de passion. J'ai cofondé avec Paul Sanchez l'agence SEO Hackers, et ça fait maintenant un petit paquet d'années qu'on fait des audits, des prestations de netlinking, de l'e-réputation, des audits de netlinking aussi, et qu'on a pas mal d'expérience du coup avec différents types de clients, que ce soit de la PME, du CAC 40 ou même du petit commerçant de quartier. C'est des choses qu'on apprécie toujours autant. Alors aujourd'hui, c'est vraiment sur l'audit en lui-même que je voudrais échanger avec vous, parce que l'audit, c'est un peu le point de départ de beaucoup de choses. Et vous allez voir qu'il y a en fait des partis pris qui sont intéressants à prendre, et aujourd'hui, je voudrais vous partager certains des miens. Alors, première question, c'est à quoi sert un audit ? Un audit, c'est une photographie à un instant T. On évalue un site, on évalue sa situation, on évalue son contexte, et on peut identifier des problèmes qui vont être techniques, éditoriaux, sémantiques, des problèmes de popularité, interne, externe. On aime bien aller chercher les problèmes, et généralement, c'est ce que je dis à mes clients quand je viens leur présenter un audit. Je leur dis, rassurez-vous, sur votre site, il y a des choses qui sont bien, mais je ne les relève pas, on ne va pas en parler aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien. C'est aussi recommander des fixes, donc des solutions pour corriger des problèmes, les problèmes qu'on aura identifiés plus haut, mais aussi, et ça je pense que c'est le plus important, c'est préparer un ensemble de solutions pour augmenter l'acquisition. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. C'est vrai que moi, ça fait déjà plus de 10 ans que je fais ce métier-là, et en effet, qu'est-ce qui a changé en 10 ans ? Alors, c'est assez rigolo pour ceux qui sont un peu plus jeunes dans le milieu, parce qu'ils vont peut-être découvrir des choses dont ils n'ont pas entendu parler. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, en fait, on avait les mots-clés dans Google Analytics. Aujourd'hui, vous ne les avez plus. On avait aussi une interface Google Webmaster Tools qui fonctionnait rapidement et qu'on pouvait utiliser. Aujourd'hui, aller inspecter une URL, ça peut prendre jusqu'à 2 minutes parfois. C'est donc un petit peu... dès qu'ils refondent un outil, en fait, Google, il est toujours plus lent que le précédent. On n'avait pas beaucoup d'outils SEO sur le marché il y a 10 ans, quasiment pas. On avait des crawlers qui relevaient seulement les 404, éventuellement les 301 et le niveau de profondeur. On avait des sites qui n'étaient pas tous sous WordPress, sous Drupal, ou PrestaShop ou Magento. On avait beaucoup de sites qui étaient homemade. On avait même des sites qui étaient complètement statiques, qui étaient mis à jour à la main par le FTP. Donc ça existait encore il y a 10 ans. Et on avait des technologies qui étaient relativement simples et finalement pas si nombreuses que ça, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on croule sous le poids des technos. On avait aussi la balise MetaKeywords. Ça, elle était encore utilisée par certains moteurs. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et on n'avait pas trop de trafic via les smartphones parce que les téléphones WAP, c'était quand même pas génial. Je suis passé un petit peu vite. Donc, qu'est-ce qui a vraiment changé en fait ? Il y a 10 ans, le point de départ c'était Caféine. Caféine, ça a donné un coup de jus monstrueux en fait à la capacité de Google à pouvoir travailler sur les données qu'ils avaient collectées. C'est là qu'on a pu avoir vraiment des capacités de crawl qui étaient monstrueuses. Alors en 2010, ça a été mis en place. Ils ont revu tout leur système de base de données. Et ils ont racheté MetaWeb. On va en parler un petit peu après. Mais MetaWeb, en gros, c'est grâce à eux qu'on peut avoir des entités de recherche. Et donc avoir une recherche universelle qui soit aussi riche aujourd'hui. En 2011, on a eu Schema.org, les données structurées donc. Les rich snippets qui sont vraiment développés. On a eu les pages officielles pour les différentes marques avec des updates où on pouvait beaucoup moins se positionner sur la marque d'un concurrent, par exemple. Maintenant, si vous tapez Chanel, c'est le site de Chanel qui va ranker. Auparavant, on pouvait faire ranker n'importe quel site sur le mot-clé Chanel. On avait des suggests, on avait en 2012 aussi toutes les recherches associées qui se sont beaucoup développées. On a eu beaucoup de OneBox, on a eu l'update Vnice, on a eu les synonymes qui venaient s'intégrer dans les requêtes, où on nous proposait justement des nouvelles façons d'écrire, des corrections, mais aussi des recherches qui étaient légèrement différentes parce qu'ils comprenaient les requêtes. On avait également Freebase, l'analyse de contenu, le knowledge graph, et puis surtout, on a eu les petits animaux, Panda. Qui a connu Panda ? Et donc il y a quand même pas mal de jeunes. Hein. Et Penguin. C'est douloureux. Hein. Ça a fait mal. Hein. Et puis surtout, après, on a eu RankBrain et plus récemment le Neural Matching. Donc RankBrain, c'est quand même de 2015. RankBrain, qu'est-ce que ça fait en gros ? Ça permet d'associer en fait des concepts à des pages, alors que le Neural Matching permet d'extraire des pages et des mots et y associer du coup des requêtes de recherche.
Si vous regardez comment Google communique à propos des updates, voilà, il nous parle d'un peu tout. Et vous voyez que depuis 2011, il y a quand même pas mal d'updates majeurs qui ont été mis en place. Certes, il y en a encore beaucoup d'autres, mais les majeurs, en fait, où vous pouvez voir RankBrain, Phantom, BERT, Hummingbird, Panda, Medic plus récemment, et puis toutes les updates un peu bizarres. Mais ce qu'on a aujourd'hui, ça nous permet aussi de faire des audits qui sont beaucoup plus faciles, parce qu'avant on avait quand même une certaine facilité parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à regarder, alors qu'aujourd'hui on a plus de difficultés parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Et aujourd'hui on a une masse d'outils SEO, alors il y en a plein, on n'a plus quoi savoir en faire, c'est même difficile parfois d'en choisir. On a des algorithmes filtrage aussi qui sont directement intégrés dans l'algorithme principal, des explorations qui simulent un navigateur mobile, donc maintenant c'est le fameux Mobile First Indexing. Il y a très très peu de sites qui restent sur desktop. Quelques recherches vocales, un trafic mobile qui est beaucoup plus important que celui des ordinateurs de bureau. Google que je trouve beaucoup moins pertinent sur un ensemble de requêtes par rapport à avant. C'est-à-dire que même si vous cherchez quelque chose de précis, il se permet de vous présenter des résultats et vous dire indirectement non mais en vrai c'est pas tout à fait ça que tu cherches, c'est plutôt autre chose. Et je suis le seul à avoir ce sentiment-là? Vous trouvez qu'il est très pertinent? Qui le trouve très pertinent aujourd'hui Google? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Vous n'êtes pas nombreux en fait. Vous n'êtes pas nombreux à le trouver très pertinent, et en effet je le trouve sur certaines requêtes très courtes relativement pertinent, sur des requêtes beaucoup plus complexes, beaucoup moins pertinent qu'auparavant. Il bug beaucoup sur l'indexation des pages également. Alors ça c'est très sympa quand vos clients vous appellent et vous disent on s'est fait pénaliser, et en fait non pas du tout, c'est juste Google qui a désindexé la page, donc on la réindexe, et ensuite elle reste, mais elle peut disparaître du jour au lendemain sans qu'on sache pourquoi. Et il n'y a aucune communication officielle. On a aussi beaucoup plus aujourd'hui un besoin de sens dans les contenus, beaucoup plus qu'avant. Avant c'était un peu la fête du slip, on mettait un contenu, n'importe lequel, avec des mots, tant qu'il y avait une majuscule, un point et des mots-clés, ça passait. Donc on pouvait faire des sites complètement autogénérés sur des requêtes très concurrentielles, avec n'importe quoi, hein. Ça pouvait parler, pour positionner, je sais pas moi, une crème de jour pour les femmes, on pouvait parler du Père Noël qui avait un chariot à roulettes, et mettre un petit peu de mots-clés, crème de jour, crème de nuit dans la page, et on arrivait à se positionner. Donc aujourd'hui ça a beaucoup évolué. On ne peut plus faire la même chose. On peut encore faire des cochonneries, mais pas celle-ci. Et on a maintenant une vraie notion d'intention sur les requêtes. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on a finalement un capital à exploiter qui est assez dense. Et alors comment on fait un audit avec tout ça ? Pour ma part, c'est toujours chacun sa recette, chacun sa sauce. Il y a des gens qui vont choisir de démarrer par un crawl, il y en a qui vont regarder la Search Console, il y en a qui vont passer par d'autres outils externes, il y en a qui vont juste surfer le site. Voilà. Mais il y a toujours certains qui sont un peu obsédés. Il y a les obsédés de la technique, il y a les obsédés du contenu, il y a les obsédés des backlinks. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi niveler quand on fait un audit. Je pense qu'il faut vraiment se méfier des croyances, parce qu'il y en a quand même énormément. Et des croyances en SEO, il y en a vraiment beaucoup. C'est pas parce que vous faites un lien à un moment sur un commentaire de blog que vous allez être pénalisé. C'est pas parce que vous faites un cloaking spécifique sur une localisation que Google va vous pénaliser non plus. Il y a beaucoup de croyances et donc il faut faire attention. Quand on fait un audit, on travaille sur des faits, on travaille sur des choses qui sont empiriquement prouvées, et on travaille également en fonction des bonnes pratiques et des options, les guidelines qu'on peut avoir. Mais ce qui marchait hier marche pas forcément encore aujourd'hui. Et pourquoi ça marche pas forcément encore aujourd'hui ? Parce que les choses ont beaucoup évolué. On a maintenant des SERP qui sont query spécifiques, c'est-à-dire qu'elles vont être modulées spécifiquement en fonction de la requête. Et pour ça, vous pouvez juste regarder, quand vous tapez Covid, vous allez avoir une SERP qui est extrêmement enrichie. Et de plus en plus, vous allez voir que les SERP vont avoir des petites fonctionnalités supplémentaires. Et ça, c'est très important de se rappeler ça, parce que ça va être très très précis comme travail à mener au moment où on va devoir optimiser certaines pages. On a également toutes les intentions de recherche. Les intentions de recherche, on ne les avait pas avant. Quand on tapait une requête, il fallait être premier. Parfois, on pouvait taper piscine. On avait un site e-commerce de piscine dessus. Aujourd'hui, si vous tapez piscine, ça va vous emmener, ça va vous présenter des résultats sur les piscines municipales qui sont à proximité. Vous voyez que l'intention qui est détectée, elle n'est pas du tout la même. On a aussi toute la notion de convivialité. La convivialité de page, c'est quelque chose qu'on ne traitait absolument pas avant. Et aujourd'hui, elle est de plus en plus importante.
Pourquoi elle est importante? Parce que tout à l'heure, Olivier en parlait justement. Sur ton article, Olivier, tu mettais des images, des gifs, des vidéos. Ça fait partie de la richesse du contenu. Mais c'est aussi une forme de convivialité, la façon dont on va l'organiser et la présenter. Quand on arrive sur une page comme ça, on la trouve plutôt accueillante, on a envie d'interagir avec, et ça, c'est quelque chose qui est primordial. On a tout ce qui va être problématique de temps de chargement, du X, de mobile first indexing, tout ce qui est rank brain, neural matching, et la complexité versus les apprentissages des algorithmes. Parce qu'en effet, les algorithmes évoluent, et ils évoluent tout seuls. Donc, on fait appel à des gens comme nous, des SEO, des personnes qui sont totalement métamorphes. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord explorateurs. On rentre dans le site et on va explorer, on va regarder tout ce qu'on peut, on va fouiller, on va voir comment le site réagit, on va voir ce qu'on peut lui mettre aussi dans la tronche, parce que parfois en lançant un gros crawl suffisamment fort, on a des sites qui tombent malheureusement. Donc ça nous donne beaucoup d'informations. Et on va regarder aussi tout ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a comme données dans la Search Console, dans les outils externes, dans les outils spécialisés des backlinks. Et on va pouvoir regarder et explorer et récolter une tonne de données. Et après on devient médecin. On passe de explorateur à médecin, où là, on va, en fonction des problématiques qu'on a découvertes, regarder les symptômes, préconiser un traitement. Et une fois qu'on a préconisé le traitement, bien entendu, on devient chef d'orchestre. Et pourquoi on devient chef d'orchestre? Parce qu'on n'est pas tout seul dans un site. Il n'y a pas que le SEO dans le site. À chaque fois, le SEO va faire appel à des équipes techniques, des équipes marketing, des équipes édito, des équipes métiers parfois, des hébergeurs éventuellement. Donc on doit mettre tout le monde un peu en musique, parce que si on ne fédère pas autour du projet, en fait, le site va devenir quelque chose de très compliqué à gérer. Ça va devenir un chantier où personne n'aura envie de travailler. Et donc, le rôle d'un consultant, ici, c'est de faire en sorte que toute la musique, tous les instrumentistes jouent ensemble la même musique. Et enfin, il se transforme en coach et stratège, parce que c'est ça la valeur ajoutée également quand vous faites un audit, c'est fournir des solutions qui vont vous permettre d'aller au-delà de la simple correction. Donc j'ai fait une sélection de quelques recettes qui fonctionnent. C'est pas sorti du chapeau, même si je vous ai mis ça sur une image, mais c'est vraiment des éléments importants. Et un élément de base, et que je vois finalement très peu dans les audits que je peux parcourir, c'est définir des rôles et des objectifs aux pages. Toutes les pages, en fait, n'ont pas les mêmes rôles et les mêmes objectifs. Donc, je vais passer relativement rapidement, mais vous avez différents types de pages. Ça, c'est qu'une petite partie. Et plus vous allez avoir un site qui va être innovant, et plus vous allez avoir des pages qui vont être différentes. Donc, vous avez des types de pages, et ces pages ont toutes des fonctions. Il y en a qui accueillent, il y en a qui redirigent, il y en a qui aident au choix. Voilà, elles ont toutes des fonctions différentes. Et leurs objectifs, du coup, c'est de faire en sorte que leurs fonctions soient mises correctement en jeu. Et donc, elles doivent faire visiter, elles doivent permettre de choisir, de viabiliser, elles doivent permettre d'avoir un article qui va être complètement lu de A à Z. Et donc, au final, quand vous organisez correctement votre site, vous pouvez avoir des rôles différents pour chacune des pages. Et c'est ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Quand vous avez un site, travaillez sur les différentes pages que vous pouvez voir. Une deuxième recette qui est très importante, c'est la façon dont on va qualifier les requêtes. La qualification des requêtes, c'est pas juste classer des mots-clés. Bien au contraire. Quand on regarde, je vous ai fait une toute petite recherche très rapide sur la façon... Alors, la recherche a été à propos des queries sur un moteur qui vous liste les brevets. Et donc, toutes les petites lignes que vous voyez en dessous du titre concernent la façon dont Google va traiter les requêtes qui lui sont données. Et vous voyez que c'est pas quelque chose d'innocent, c'est pas quelque chose qui est tout petit non plus. Il y a une masse monstrueuse de brevets à propos des requêtes. Et donc, vous devez absolument travailler ça. Et quand je parle de qualification de requêtes, je parle également de la façon dont vous allez organiser vos requêtes par rapport à vos pages et par rapport au rôle des différentes pages. Japonais, si je tape cette requête-là, il va falloir que je puisse justifier de quel éléments vont se rapporter aux Japonais. Est-ce que c'est un restaurant japonais? Est-ce que c'est le peuple japonais? Est-ce que c'est la langue japonaise? Est-ce que c'est la cuisine japonaise? Etc. Donc je vais devoir essayer de montrer de quoi je parle et essayer de le faire deviner. Et à partir de là, si je vois que j'ai des déficits, je vais essayer de créer, définir ou renforcer la branche d'arborescence visée. Et c'est en ça qu'il faut essayer de garder un focus particulier quand vous allez définir vos requêtes.
vous allez devoir les organiser et voir ce qui vous manque surtout. Et une fois que vous savez ce qui vous manque, il faut produire les différents contenus nécessaires à ce que cette arborescence soit pleinement vivace. Quand vous travaillez votre arborescence, bien entendu, vous devez absolument faire attention aux intentions de recherche. Et les intentions, c'est pas juste ces 3 petites intentions ou ce qu'on va trouver entre deux, c'est qu'elles interagissent également entre elles, les intentions. Vous ne pouvez pas structurer une page de la même manière. Donc vous devez anticiper également les attentes et savoir ce que vous allez présenter. Il faut absolument essayer de penser sens, définition et surtout parcours. Qu'est-ce que je vais présenter après? Je vous donne un exemple. Sur une page, on peut avoir une intention principale, la transaction, une intention secondaire, l'information, et une information plus liée à la navigation, qui va être la marque, qui va plutôt être de la réassurance dans ces cas-là. Et quand on a ça, on se dit, ok, ça veut dire que sur une fiche produit, par exemple, je vais avoir, ou sur une page de catégorie d'un site e-commerce, je vais avoir toute une liste de produits qui vont répondre à mon intention de transaction. Et en dessous, je vais pouvoir avoir un contenu qui va présenter et donner davantage d'informations. Mais comment je vais lier ça ailleurs dans mon site? Si c'est une fiche produit, il va falloir que je puisse aussi montrer que j'ai des informations à propos de ce produit-là. Mais si j'ai 5 ou 6 produits similaires, je ne vais pas mettre 5 ou 6 fois le même contenu. Donc je vais faire des renvois. Et c'est pour ça que vous devez organiser ça, de manière à ce que votre transaction, qui est votre intention principale, fournissent des informations sous forme de liens vers des pages dont l'intention première sera l'information, grâce auxquelles vous allez pouvoir rebasculer sur de la transaction pour mailler vos fiches produits ou vos catégories. Et là, dans l'intention de recherche d'un internaute, vous bouclez la boucle, ce qui fait que vous êtes parfaitement pertinent sur l'ensemble des requêtes qui vont être, sur l'ensemble des requêtes annexes liées à votre requête principale. S'il y a un point à retenir, c'est qu'il faut faire un travail spécifique sur l'intention en premier et la réponse à l'attente en second. L'intention, c'est le point de départ. La réponse à l'attente, puisque vous attendez quelque chose quand vous faites une requête, la réponse à l'attente, c'est le point d'orgue. Si vous ne répondez pas à l'attente, vous avez toutes les chances de vous faire dépositionner petit à petit. Et enfin, l'atteinte de l'objectif, c'est le point final. C'est-à-dire que si vous avez fait correctement votre travail d'organisation des pages, en fonction des différentes fonctions, des rôles et des objectifs, vos intentions vont être au service de votre page, et donc vous allez pouvoir traquer des objectifs. Parfois, il y a des choses aussi simples que de faire une petite requête sur Google pour essayer de trouver la bonne intention. Là, j'ai fait un test, j'ai pas mis de mots-clés particuliers, mais j'ai tapé « quel est le meilleur ?» Et la page, elle parle de quoi? De smartphone. Alors du coup, je me suis dit, bon, on va voir, je vais essayer une deuxième requête, et j'ai tapé « qui est le meilleur ?» Alors devinez qui est ressorti? Pardon? C'est ça, joueur de foot. Il n'y avait pas que Ronaldo, mais il y en avait plusieurs. Et en effet, ça permet de montrer à quel point il peut deviner certains sujets, finalement, avec les données qu'on a. Donc ça, c'est un point que je vous invite à travailler, c'est essayer de voir ce que vous pouvez tirer des informations qui sont attendues. Quand vous parlez de quel est le meilleur, vous vous dites, bah, lui, il vous ajoute tout seul smartphone, il est déjà en train de vous suggérer quelque chose. Et c'est parce que les autres l'ont déjà tapé. Un autre point, c'est s'adapter à la variété des devices. Alors on en a déjà parlé, hein, mais aujourd'hui, on a énormément de technologies. On a des sites qui sont complètement en JavaScript, on a des single-page applications, on a des sites qui peuvent être complètement en Ajax, avec des méthodes qui sont du coup plus du tout les mêmes que celles qu'on avait auparavant pour gérer l'indexation et le ranking des sites. Donc, on doit travailler sur différentes versions, des versions en server-side rendering, en pré-rendering, des versions AMP aussi pour ceux qui l'utilisent, pour ceux qui ont le courage de l'utiliser, différentes versions linguistiques qu'on peut avoir sur le même domaine ou sur plusieurs sous-domaines, voire même sur des domaines externes, des versions mobiles, tablettes et desktop, et des versions de production et de développement. Ça aussi, on n'y pense pas. Donc au final, on se retrouve à travailler sur 6-7 versions d'un même site. C'est relativement fatigant et c'est parfois un peu compliqué. Et dans la variété des devices, on doit vraiment faire attention à ce que les différentes versions soient complètement ISO. Si elles ont des grosses différences, en fait, ça peut poser des très gros problèmes. Je vous donne un exemple simple. Il y a certains sites pour lesquels on travaille qui font 90% de leur conversion sur desktop. Par contre, c'est Google en version mobile qui les crawl. Ça veut dire qu'ils doivent être extrêmement bons en mobile pour avoir un très bon positionnement et pas perdre leur acquisition,
mais qui doivent être extrêmement bons en desktop pour assurer les conversions. Et là, ça devient un double travail qui est vraiment très compliqué. Sur de l'éditorial, par exemple, si vous avez travaillé sur un magazine, c'est beaucoup plus facile à gérer. Vous n'avez pas d'informations à cacher, etc. Alors que là, dans la prise en compte du contenu, sur un site où on doit avoir des conversions, c'est compliqué. On doit avoir une interface qui donne des informations et en fonction du type de produit, il y a parfois une documentation qui est extrêmement longue et qui est elle primordiale pour la conversion parce que les internautes ont besoin de savoir quelles informations ils vont trouver pour pouvoir acheter le produit. Et là, ça devient vraiment difficile. On a également ces petits devices-là. Qui les utilise pour la recherche dans la salle ? Ouais, c'est un peu la réalité aujourd'hui. Hein. Il y a très très peu de gens en fait qui les utilisent. Les gens veulent savoir la météo ou allumer la lampe du salon, ou ce genre de choses. Et finalement, pour la recherche, on n'en voit pas beaucoup. On sait que ça existe, mais il n'y en a pas des masses. Un truc qui va être plus intéressant, à mon avis, dans les années à venir, ça va être justement tout ce qui est lunettes connectées. Dans la version dans les différentes versions d'un site, il faut vraiment approfondir chacune des versions. À chaque fois, on va trouver des inconvénients sur une version qu'il va falloir transformer en qualité, et inversement. Et parfois, on a des arbitrages à faire. Mais chaque correctif SEO qu'on va devoir appliquer sur une version d'un site doit pouvoir être reporté sur l'ensemble des versions. C'est extrêmement important. Une autre recette aussi qui fonctionne bien, c'est exploiter et d'identifier les contextes. Alors les contextes, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ça vous paraît logique, mais si vous n'y prêtez pas attention, en fait, vous pouvez passer complètement à côté des choses. Dans les contextes, on en a différents. On a celui de l'internaute, on a également celui de la localisation, on a le contexte de la page de résultats, c'est le plus gros des contextes, celui qui va nous intéresser le plus. On a le contexte de la page à positionner, on a le contexte technique. Dans les contextes de l'internaute, vous avez ses émotions, ses sentiments, ses habitudes. Voilà, ça, c'est des données que vous pouvez trouver relativement facilement en fonction des types de requêtes que vous allez travailler. Mais vous devez le noter. Vous avez la localisation de l'internaute. Les recherches, plus elles sont courtes, plus elles vont être localisées également. Vous avez son intention, la typologie des requêtes. Est-ce que c'est un internaute qui est identifié ou non ? Parce que ça va jouer sur la personnalisation. Et vous avez son historique de requêtes, même sans avoir une connexion au compte. Au niveau du contexte technique, vous avez de l'actualité, du shopping, de la vidéo, du mobile, du desktop et de la connectivité. Tout ça, rien de bien nouveau. Et le contexte de la page, ça c'est votre page à vous. Qu'est-ce que j'ai comme contenu ? Est-ce qu'il est suffisamment riche ? Est-ce qu'il est structuré ? Quel est son maillage entrant ? Quel est son maillage sortant ? Et est-ce que je peux identifier facilement des entités ? Et enfin, le contexte de la SERP. Vous voyez qu'on a énormément d'éléments qui peuvent jouer. Donc bien entendu, il y a la concurrence, qui n'est pas affichée là, mais ça paraît important. Vous avez le type de contenu qui sont présents, le knowledge graph, le knowledge panel, parce que le knowledge graph c'est autre chose, les feature snippets, les tableaux de données, les carousels, les réponses, etc. Vous voyez qu'il y en a énormément. Et donc dans ce contexte-là, vous pouvez du coup identifier des opportunités en utilisant des outils comme SEMrush, où vous regardez où sont les concurrents, et où est votre client. Et s'il n'est pas là, c'est facile de trouver. Mais ce qui est le plus important, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser à faire, c'est comparer les différents éléments des premiers. Parce que les premiers, s'ils sont là, c'est pas par hasard. C'est pas juste parce qu'ils ont fait des backlinks ou qu'ils ont fait des belles pages. J'ai tapé ici prêt immobilier, et j'ai pris les 3 premiers, juste pour vous montrer. Quel est le point commun entre les 3 ? Exactement, ils ont tous les 3 un formulaire. Pourquoi ? Parce que quand je cherche un prêt immobilier, je cherche à avoir une simulation ou savoir combien ça va me coûter ou combien je peux emprunter. Donc il faut un formulaire, parce que ça va être très important. Ça répond à l'attente de l'internaute. Il a une intention qu'on ne peut pas deviner quand on fait prix immobilier, mais avec la masse de données qu'ils ont collectées, ils ont pu voir que c'était globalement ce type de page qui allait répondre correctement à la requête et satisfaire l'attente de l'utilisateur. Cependant, on doit quand même travailler sur d'autres éléments. S'ils sont premiers, c'est aussi parce qu'ils peuvent avoir un très bon page speed, parce qu'ils peuvent avoir un nombre de mots suffisant. Quand vous voulez vous imposer sur une requête, il faut regarder quel est le volume de contenu qui est publié. Et également, quelle est la teneur de ce contenu. Est-ce qu'il y a suffisamment d'informations dans le contenu qui est dispensé. On a tout ce qui va être maillage interne également, structure de contenu, type de contenu, les images, les vidéos, très important. La façon dont vous allez organiser ces différents types de contenus aussi, les attentes visées, la convivialité, etc. Bref, tout ce qui vous paraît très important chez vos concurrents et qui n'est pas chez votre site étudié, vous devez essayer de l'exploiter chez vous. Et l'exploiter, si possible, mieux que votre concurrent.
Un autre élément, c'est essayer de prendre du recul, parce que parfois on oublie que Google, sa vocation, c'est de devenir un moteur de connaissances. Et donc c'est leur vrai objectif, hein, je l'ai piqué chez eux. Notre objectif est d'organiser les informations à l'échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous. Ça c'est très bien, mais quand on travaille avec nos clients, ils nous demandent des résultats, parce que c'est bien beau de donner des données à Google, mais ce qu'ils veulent, c'est aussi des conversions. Mais ce qui est très important, c'est essayer de prendre du recul par rapport à ça et de se dire, bah oui, donc ça veut dire que je vais devoir essayer de m'insérer dans ce moteur de connaissances pour être reconnu en tant qu'expert de mon milieu. Et donc je vais travailler sur les ontologies, les entités de recherche, les entités nommées, tout ce qui va être topics, donc la personnalisation en fonction de vos centres d'intérêt. Je pense que vous connaissez un petit peu Google Discover. Vous voyez qu'ils sont quand même très doués pour essayer de vous proposer des choses qui vous plaisent. YouTube, par exemple, a aussi un très bon algo de recommandation. Voilà, tout ça, ça va être des choses sur lesquelles il va falloir anticiper. Et la localisation, bien entendu. Alors les entités, un petit rappel, les éléments constitutifs, les relations et les propriétés. Les propriétés, c'est ce qui est propre à l'entité. Et les relations, c'est avec quoi elle interagit. Okay. En gros, pour définir une entité, Google peut se servir des co-occurrences qu'il va trouver, de différents corpus de mots. Il peut se servir des liens internes et des liens externes, donc vraiment l'encre de lien, mais également le sujet des pages qui sont liées, ce qu'on appelle des relations, et les données structurées. Typiquement, les données structurées, c'est une mine d'or pour créer des entités. Je vous donne un exemple tout simple. Je prends des microdonnées produits. Donc c'est schema.org/product. Dedans, je vais avoir des notes, qui sont des propriétés. Et les notes, elles ont été données par des gens qui ont fait des reviews, donc des personnes. Donc là, je peux déjà créer des relations entre la personne et le produit. Le produit a une offre, cette offre elle a un prix. Pour un même produit, je peux avoir plusieurs offres, avec un prix de départ et un prix le plus haut. Et ces offres elles sont données par des vendeurs, qui sont eux-mêmes souvent des sociétés. Un produit peut avoir une marque, qui est liée du coup à une société. Et cette société, elle peut avoir des filiales. Et cette filiale, elle peut avoir aussi des implantations géographiques. Cette société peut avoir des employés, peut avoir un site web qui a des pages qui affichent des produits. Et la boucle est bouclée. Et grâce à ça, vous voyez que j'ai déployé un arbre, très simplement, qui permet de mettre en musique toutes les relations sémantiques que je veux, juste en partant d'un point de vue produit. Et donc vous pouvez retourner ce schéma dans tous les sens. Les ontologies, c'est un petit peu plus délicat, mais vous allez voir, en fait, c'est très simple. Je vous donne un exemple très rapidement pour ceux qui ont un smartphone. Vous pouvez taper voiture Peugeot, par exemple. Et vous allez voir qu'il va vous afficher tous les modèles. Et vous verrez qu'il y a une espèce de petit fil d'Ariane, où c'est Peugeot/voiture. Et donc vous voyez que les voitures, en fait, sont reliées au sujet, à l'ontologie, en fait, Peugeot. Donc c'est un ensemble de termes et de concepts qui vont représenter le sens d'un champ d'information. Et donc c'est ça qu'il faut retenir. Si je devais vous donner une image simple, les ontologies, en fait, vous prenez des entités, vous les regroupez, et ça vous donne une ontologie. Une ontologie est constituée d'un maximum d'entités de recherche. Un point que je trouve très important, alors pour finir là-dessus, je vous ai dit tout ça, c'est pour savoir comment vous devez exploiter en fait cette base de connaissances pour essayer de vous intégrer et d'intégrer votre site à l'intérieur. C'est à ça que vous devez penser. Donc quand vous allez construire votre site, votre arborescence, elle doit aussi refléter tout ce que vous pouvez trouver sur les ontologies, justement. Créez des entités, organisez-les de manière à ce que vous puissiez vous intégrer dans ce fameux circuit de connaissances. Un point que je trouve très important, pour moi, c'est vraiment de conserver en fait une place restreinte aux outils. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils qui vont vous raconter des bullshit. À mon sens, un outil, c'est juste une aide. Prenons un exemple très simple. Un maçon, il va utiliser des outils pour monter un mur. Mais s'il n'a pas d'outils, il peut quand même monter son mur. Ça sera juste plus galère. Okay, ben là, c'est pareil dans le SEO. On va essayer de travailler vraiment sur de l'exploitation de données relevées par les outils, mais les outils ne vous donnent pas une vérité. Ce n'est pas grâce à un outil que vous allez savoir si votre site il marche ou pas. Il va vous montrer ce qui ne va pas dans ce qu'il a analysé, mais c'est fixé sur des données. Donc, les données qui sont exploitées, ça vous donne une base de travail. Mais ce n'est pas parce que vous avez un joli graphe que votre maillage interne il est top. Ça peut être complètement bullshit. Un ensemble de termes qui vous sont suggérés, c'est pas forcément pour ça que votre page va bien ranker.
Hein, si vous passez l'outil dans, je sais pas moi, 1.fr, et qu'il vous dit « Waouh, votre page est au top », c'est pas pour autant que vous allez être dans le top 3. Pareil, une page sans H1, c'est pas forcément une mauvaise page. C'est bien de mettre une balise H1. Parfois même c'est bien d'en mettre plusieurs. Mais c'est pas pour ça que ça représente un gros problème. Et en fait, les outils voient aussi que ce qu'on leur montre. On peut cacher tout ce qu'on veut aux outils. Chez nous, vous aurez du mal à retrouver les backlinks qu'on fait pour certains clients. C'est normal, c'est voulu. Et les outils, c'est bien pour avoir une situation, mais il faut les laisser à leur place. Je vous ai pris un exemple d'une page qui se positionne dans le top 100, mais pas du tout dans le top 10. Pourtant, j'ai un score de 90 sur 1.fr. Ce qui est pas mal. Il m'a suggéré, je crois, 4 termes à rajouter. Là, c'est pareil. C'est WooRank qui me dit que j'ai une note de 70. Alors, je dis, pourquoi 70 ? Et en fait, une des erreurs qui me coûte 10 points, c'est que j'ai pas d'enregistrement de démarque. Les démarques, vous savez ce que c'est ? C'est pour authentifier les emails. Alors, je vois pas pourquoi ma visibilité sur un moteur va être impactée par le fait que mes emails ne soient pas authentifiés. Un dernier point. Ici, j'ai 94%, enfin mon site est en bonne santé à 94%, selon SEMrush. Mais les erreurs qui sont remontées, en fait, il y en a beaucoup, c'est beaucoup d'avertissements, parce que ma balise title est un peu longue, ou que ma description n'est pas renseignée. Mais c'est pas ça qui fait que ça va marcher. Donc un bon outil, en fait, c'est un outil que vous allez savoir exploiter. Vous allez pouvoir utiliser des données, les mettre en musique, et appuyer votre réflexion sur ces données-là. Mais c'est certainement pas un outil qui va vous dire comment il va falloir faire pour ranker. En conclusion, les bons ingrédients d'un audit, à mon sens, c'est qu'il doit être complet sur l'ensemble des leviers. On n'a parfois pas le temps de travailler sur tous les leviers. S'il faut faire une analyse plus approfondie du netlinking, c'est un audit à part qu'il faudra faire dans un second temps. Pareil pour le page speed. Ça nous arrive de devoir découper la prestation pour faire un audit qui va révéler qu'il y a d'autres points à travailler plus en profondeur ensuite. Mais on ne peut pas tout traiter dans un audit si on n'a pas le temps. C'est quelque chose qui doit être construit logiquement. Moi, ce que j'aime bien, c'est fournir à mes clients des audits dans lesquels ils ne vont même pas se rendre compte qu'ils ont travaillé. C'est-à-dire qu'ils vont voir qu'il y a des choses à mettre en place, mais tout va être dans un flux naturel. Et c'est extrêmement important pour la motivation. S'ils comprennent bien, si la logique, elle leur convient et qu'elle parle à tout le monde, c'est déjà 80% gagné. Donc il faut que ça soit compréhensible et adapté au destinataire. Vous allez devoir parler à des techos, à des gens qui sont dans le marketing et qui n'ont jamais touché une ligne de code, et vous allez devoir parler aussi à des directions qui en ont absolument rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est que ça marche. Et ils veulent comprendre pourquoi ça va pas marcher ou pourquoi demain ça marchera. Il faut que ça soit surtout très innovant dans la stratégie, parce que ça, c'est quelque chose qui est pour moi un des fondements. Si vous n'avez pas une stratégie quand vous délivrez un audit, c'est que vous avez juste fait un listing des choses qui ne vont pas sur un site. Et donc, s'il n'y a pas de valeur ajoutée à votre audit, c'est juste pour corriger des choses, ça ne sert à rien. Il faut également que ça soit réalisable. Un audit qui n'est pas réalisable, en fait, on va même pas le présenter. Vous pouvez donner des idées de sites qui vont être des fusées. Si en face, vous avez des gens qui sont incapables de mettre ça en place, ils n'auront aucun gain. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut. Il faut que ça soit également priorisé, parce que c'est ça qui va permettre de gagner du temps. Et puis, mieux on va fixer les priorités, et meilleurs seront les résultats. Et surtout, ça doit être vraiment fédérateur des équipes autour du projet. Parce qu'un projet auquel tout le monde adhère va être un projet qui va être successful. Quelques tips avant de finir. À mon sens, qu'est-ce qui fait la différence quand vous avez un bon audit ? Premier point, c'est l'expérience du consultant ou de l'équipe qui va travailler avec. Parfois, on a des consultants juniors qui peuvent faire des audits qui sont très bien faits parce qu'ils sont correctement accompagnés par les seniors. C'est pas le cas chez nous. Nous, on n'a pas de juniors qui font des audits. Mais on a des gens qui sont très, très compétents et qui ont plus de 10 ans d'expérience pour les réaliser. Et pour moi, c'est un point clé, parce que même quand on a plus de 10 ans d'expérience, ça nous arrive d'échanger, de dire qu'est-ce que tu penses de ce point-là ? Et ça, il faut garder cette humilité-là, et se dire qu'on ne sait pas tout et qu'on apprend tous les jours. Il faut également comprendre les différents contextes. Ça, c'est un point que je trouve primordial. Il faut être créatif et avoir une vraie stratégie. Si votre stratégie ne tient pas la route, qu'elle n'est pas réalisable ou qu'elle n'est pas du tout conforme à ce que votre client attend, ça ne fonctionnera pas. Il faut également avoir suffisamment de temps pour réaliser l'audit, avec un maximum d'informations. Si vous manquez des informations sur certains points, ça ne peut pas fonctionner. Et finalement, le point important, l'adhésion des équipes autour du projet.
Dernier petit set de tips, n'oubliez pas tout ce qui est caché. Les en-têtes, on ne les voit pas. La version mobile, elle est souvent très différente. Et vérifiez bien à travers également un vrai device mobile, pas juste une simulation. Faites attention au clocking, vous pouvez le détecter facilement. Il y a des clockings qui passent et des clockings qui ne passent pas. Et des clockings qui font du mal. Et en parlant de clocking, tout ce qui est server-side rendering aussi, regardez, c'est des versions qui sont dédiées au moteur de recherche, des différents morceaux de code. Et donc il faut absolument regarder ça quand vous faites votre audit. Si vous n'avez pas accès, demandez-le. Les hreflang, les balises canoniques, pareil, vous devez vraiment vous méfier. Et pensez aussi aux impacts de la localisation. Le plus important pour moi, c'est vraiment être polyvalent et surtout être très innovant. Et une fois que vous avez réalisé ça, surtout n'arrêtez pas. Recommencez le cycle pour que ça fonctionne.